Nous allons discuter de stratégie de synthèse, c'est-à-dire discuter les choix que nous avons faits pendant toutes les synthèses que nous avons réalisées cette année, voire pendant tout votre parcours au lycée. Donc on a synthétisé un alcène en réduisant un alcool, on a ensuite synthétisé un ester, puis synthétisé l'aspirine qui est un composé multi-polyfonctionnel plutôt. Donc les objectifs quand on réalise une synthèse, c'est d'obtenir le bon produit, d'augmenter la cinétique en général, d'aller relativement vite, d'avoir un rendement qui sera important, à 100% si possible, mais on y rarement, d'avoir un produit qui est bien évidemment pur, de respecter les consignes de sécurité, c'est-à-dire de ne mettre personne en danger. Vous imaginez dans l'industrie, si chaque semaine il y avait une petite explosion ou quelques fuites d'espèces toxiques, on serait bien embêté, et au niveau environnemental et au niveau humain, bien évidemment. Voilà, donc on fait en sorte d'optimiser tout cela. Et derrière tout ça, il y a aussi l'argument de notre cher monde, qui est le coût, qu'il faut aussi limiter. Et nous, on va regarder que l'aspect chimique aujourd'hui. Alors d'abord, la réaction en elle-même, c'est la première partie. Il faut bien choisir ses réactifs, donc en fonction de en fonction de la réaction qu'on veut réaliser, du produit qu'on veut obtenir. Ça, c'est relativement évident, je pense. Certains réactifs vont permettre d'améliorer le rendement. On a parlé un peu pendant l'estérification. Il vaut mieux l'anhydride acétique que l'acide acétique, par exemple, pour une estérification. Le rendement sera plus important, supérieur aux 66% qu'on a habituellement. Le matériel. Alors, on peut utiliser plusieurs dispositifs différents. Ici, par exemple, vous avez un montage à reflux. Donc, dans ce montage à reflux, on a un ballon. Donc là, on est en mini-chimie. Une ébullition qui est un peu trop forte d'ailleurs ici. Ça chauffe un petit peu trop. Et une colonne au-dessus qui a pour rôle de refroidir les vapeurs afin de les liquéfier et de les renvoyer à l'état liquide finalement. Donc en faisant ça, on chauffe le milieu. Donc on augmente la température, ce qui veut dire qu'on augmente la cinétique de la réaction, mais en même temps on n'a aucune perte, parce que toutes les vapeurs qui seraient formées sont condensées, liquéfiées plutôt, et reviennent dans le milieu réactionnel. Donc on joue effectivement sur le facteur température. On peut aussi utiliser un catalyseur. Le catalyseur que vous avez vu principalement cette année, c'est souvent un acide sulfurique par exemple, donc les ions H+. Donc je vous renvoie à la définition du catalyseur dans votre cours de cinétique. Maintenant ici, on voit qu'on utilise une ampoule à décanter. Donc vous aurez une vidéo précise là-dessus, qui arrivera dans un ou deux jours. Vous pourrez la voir directement. Alors quand on sépare, on a deux choix. C'est qu'en fin de transformation, on a un mélange de plein de choses. Il y a au moins un produit, celui qu'on a cherché à synthétiser, peut-être plusieurs produits, donc des produits qu'on n'a pas désiré obtenir. On peut avoir également en présence encore de réactifs, du catalyseur si on l'a utilisé, car celui-ci est régénéré, je vous rappelle. Donc il faut séparer tout ça. Si on a un mélange liquide-solide, bon, c'est pas très compliqué, on va filtrer. Donc on peut filtrer simplement avec un entonnoir, du papier filtre, un Erlenmeyer. On peut aussi accélérer la filtration en utilisant un filtre, un entonnoir Buchner. Donc si on parle de filtration Buchner, c'est qu'on travaille à pression réduite. Donc soit on s'accroche à une arrivée d'eau, le courant d'eau créant un courant d'air dans le Buchner et donc une réduction de pression dans la laine Meyer qui va accueillir le distillat, le filtrat, pardon, et ainsi accélérer la vitesse de filtration. Soit on peut carrément faire tourner un moteur qui va créer le vide dans la fiole. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est pour la rédaction de votre cours, c'est d'ajouter un petit schéma du Buchner avec le principe de la réduction de pression. Maintenant, si on a un mélange liquide-liquide, donc il y a deux solutions. On peut faire une distillation, qu'on va voir juste après dans une autre partie, donc séparer les deux liquides présents, car leur température d'ébullition n'étant pas les mêmes, celle qui aura la température d'ébullition la plus basse, enfin celui, pardon, le liquide qui aura la température d'ébullition la plus basse, sera vaporisé le premier, et c'est celui-ci qu'on va ensuite liquéfier et récupérer par ailleurs. Maintenant, si on utilise l'ampoule à décanter, on a fait plein de petites choses dessus, on va juste poser quelques questions par rapport aux manip qu'on a faites. Déjà, pourquoi on utilise de l'eau froide lorsqu'on ajoute dans l'ampoule à décanter pour nettoyer un peu la phase organique?
Si on prend de l'eau froide, simplement qu'avec de l'eau à température ambiante ou chaude, on pourrait peut-être dissoudre le produit formé dans l'eau, notamment si c'est un solide. Alors pourquoi travaille-t-on en pression réduite? On l'a dit pour le Buchner. Pourquoi lave-t-on la phase organique? J'aurais peut-être dû commencer par cela. Si on la lave, c'est qu'il reste encore des petites choses un peu embêtantes, des réactifs, catalyseurs, etc. Notamment des acides dans les transformations que nous avons étudiées. Dernière étape, le relargage. On a une phase organique, une phase aqueuse dans notre ampoule, et il peut être intéressant de bien séparer ces deux phases. Souvent la séparation se fait bien, mais on se rend compte que la phase organique est souvent, pas toujours, mais vous avez des données qui vous précisent ça, beaucoup moins soluble dans l'eau salée que dans l'eau pure. Donc si on sale fortement l'eau, la séparation entre les deux phases organique et aqueuse se fera plus efficacement. Ensuite, au niveau purification, on va commencer par la distillation. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. On a notre mélange avec nos deux liquides, les vapeurs ici qui remontent, tac tac tac. Et là on a condensation des vapeurs, sachant que les vapeurs qui arrivent en haut et qui vont se liquéfier ici sont les vapeurs du produit dont la température d'ébullition est la plus basse. La température isothermogressive nous permet de mesurer la température. Donc cette température atteint un palier qui est égal à la température d'ébullition, enfin, approximativement égal à cette température d'ébullition. Hein. On est un petit peu en dessous, ce qu'on est en hauteur, du premier produit à vaporiser. Et lorsqu'on change de palier, c'est-à-dire que la température se remet à augmenter, là on peut supposer que la distillation est terminée. Deuxième procédé que vous avez vu, c'est la recristallisation. Donc quand on recristallise, que fait-on? On a un composé avec, ici qui est solide, mais quand on a cristallisé ce solide, qu'on l'a synthétisé, il a enfermé, comme ça s'est fait assez rapidement, des impuretés. Peut-être des réactifs ou d'autres choses. Donc ce qu'on va faire, c'est redissoudre ce solide dans un volume d'eau, faire augmenter la température pour tout dissoudre, et laisser tranquillement la température redescendre. Alors quelle est la différence par rapport à ce qu'on a fait avant? C'est qu'en laissant la température redescendre tout doucement, les impuretés vont rester solubilisées dans le solvant, qui peut être de l'eau, de l'éthanol, ou un mélange des deux par exemple, ce qu'on a fait en tout cas. Et le solide, le produit qu'on voulait former, va se recristalliser, c'est-à-dire que les cristaux vont se former, mais sans piéger d'impuretés, car celles-ci seront encore solubilisées dans la solution. La différence qu'on a fait auparavant, c'est que nous on avait fait une cristallisation rapide, on avait refroidi le mélange réactionnel pour faire apparaître les cristaux, et le fait de cristalliser nous permet donc ainsi de purifier le solide obtenu. Enfin il reste le séchage comme opération, donc là on a pris du papier filtre, pour sécher grossièrement déjà le solide obtenu, et après la deuxième technique utilisable c'est l'étuve. Donc une étuve ça ressemble à un petit four finalement, avec une température qui est choisie par rapport au produit formé. Il faut qu'elle soit suffisamment importante pour vaporiser progressivement l'eau, donc pas nécessairement 100 degrés Celsius, bien sûr, une température inférieure est suffisante. Hein. Vous pouvez laisser un verre d'eau sur votre table à 30 degrés en été, vous verrez combien de temps il tiendra, l'eau va se vaporiser, pas en une heure mais en quelques heures. Donc là on fait la même chose, on met l'étuve à 70-80 degrés par exemple, et on attend que le solide se libère de l'eau qu'il contient. Par contre il faut éviter de dépasser la température de fusion du solide qu'on aurait produit, sinon celui-ci se retrouverait à l'état liquide et on en perdrait un petit peu. Donc dernier point, c'est le point final. Une fois qu'on a fait tout ça, on va identifier, enfin c'est là le dernier point, pardon, on va identifier notre produit pour être sûr que ce qu'on s'est embêté à laver, à purifier, à isoler, etc. est bien le produit qu'on recherchait. Donc on a plusieurs méthodes, des méthodes qu'on a vues en début d'année, spectre infrarouge, spectre RMN, spectre infrarouge pour déterminer les fonctions, là pour voir l'environnement des atomes d'hydrogène, le spectre RMN, la chromatographie que vous avez déjà vu en première et en seconde, qui permet de différencier les espèces, le banc Keufler qui est juste ici, qui est en fait un banc sur lequel la température augmente de gauche à droite, et donc on va prendre une petite portion de notre solide, on va la faire glisser là sur notre banc, et à un moment, à un endroit, on va avoir fusion. Et à l'endroit où on aura à gauche du solide, à droite du liquide, on aura la température de fusion du produit formé. Et grâce à cette température de fusion et l'étape que nous possédons, nous pourrons justifier et nous assurer qu'on a bien le bon produit.
Si on a un liquide, on peut aussi regarder sa température d'ébullition. Et donc le vrai dernier point, c'est le rendement pour lequel il existe déjà une vidéo. Bon courage, bon week-end et joyeux anniversaire à tous les poissons.